Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier, pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. Ce jour-là, mon invitée a un peu de retard, mais elle a une bonne excuse. La venue du roi Charles III à Paris paralyse toute la capitale. On s'est donné rendez-vous dans un hôtel qu'elle aime bien. C'est pas très loin de l'Arc de Triomphe. Elle arrive tout sourire. On s'installe confortablement, comme si on était à la maison. Et c'est parti pour 1 heure d'enregistrement où l'on va discuter de plein de sujets. De la santé jusqu'à Miss France. Alors ça vous met sur la piste ? On s'est mis à l'aise. On est dans un canapé. Mais avec qui puis-je bien me trouver aujourd'hui ? La personne avec qui je me trouve aujourd'hui, c'est Marine L'Orphelin. Marine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cet échange. Alors, où est-ce qu'on se trouve là ? On est dans un canapé. On est confort. On est très confort et ça fait du bien, ça fait plaisir. de se poser un petit peu dans ce quotidien à 1000 à l'heure. Exactement, de se poser un petit peu, d'être un peu dans le confort. On a été accueillis dans un bel hôtel, l'hôtel Play. J'en profite, franchement, je les remercie et je recommande cet hôtel. Oui, c'est vrai que très c'est joliment très joli. Décoré. Et on se trouve dans un studio de podcast. Exactement. Ça, c'est la première fois qu'on dans a un hôtel, ce privilège-là. Alors, on va parler, on va retracer votre carrière. Vous avez 30 ans. Oui. Et force est de constater que... Encore toutes mes dents. Il s'est passé plein de choses, surtout ces 10 dernières années. On va revenir là-dessus. Moi, j'ai toujours été impressionnée, je dois dire, par votre capacité à mener de front votre carrière de Miss et votre carrière de médecin. Je sais que c'est toujours la question qu'on vous pose. C'est la question des journalistes, mais c'est vrai que c'est admirable. On me demande, et pas que les journalistes, il y a pas mal de gens qui me demandent comment tu fais. Vraiment. Mais oui, mais alors comment vous faites? Comment j'ai fait? Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un équilibre, à terminer ces études de médecine déjà. Alors, je dois encore passer ma thèse, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais j'ai quand même terminé les études. Je suis médecin généraliste et donc quand même là de plus être en stage à l'hôpital, ça m'a libéré aussi un petit peu de temps. Mais à l'époque, effectivement, quand je menais de front, comme je le dis souvent, c'est 2 vies complètement différentes et a priori, enfin à première vue, très différentes. Aux antipodes, voilà, très différentes. Je me suis beaucoup organisée. Et j'ai aussi été accompagnée. Et je crois que ça, c'est un vrai message important. C'est de se dire, OK, on est capable de faire beaucoup de choses par soi-même. Donc les révisions à la fac, il y avait que moi qui pouvais réviser, passer les examens, aller en stage. Par contre, je me suis fait aider, accompagner par votre entourage, par mon entourage beaucoup. Mes parents étaient un super soutien pour des petites choses du quotidien, de logistique. Je vais te déposer là, t'inquiète, je m'occupe du linge, mais c'est vrai. Ma mère, beaucoup, qui me disait toujours non, mais si je peux te faire gagner un peu de temps, je vais le faire. Donc je les remercie. Et aussi par des pros en fait, donc par une manager avec laquelle je suis amie aujourd'hui. Je travaille toujours avec elle et c'est elle qui m'a aidée aussi à organiser ma vie et à répondre à toutes les sollicitations extérieures, à me conseiller aussi pour voilà mener cette carrière et faire des choix qui parfois paraissaient un peu pas évidents. Donc voilà, on peut pas toujours tout assumer seul. Et donc, vous avez su bien vous entourer avec des gens de confiance. Exactement. Est-ce que cette image de Miss, elle n'a pas été parfois trop difficile à porter ? Elle a été un peu difficile à porter, mais je m'en suis rendu compte après, pas tellement sur le moment, mais après, dans le sens où je me suis mis beaucoup la pression pour assumer ce rôle de Miss France et j'estimais et j'estime encore aujourd'hui que c'est un honneur et qu'il fallait que je sois à la hauteur de ce rôle, en tout cas aussi du cadeau que m'ont fait les Français
en m'élisant Miss France, j'ai l'impression de leur être redevable et de devoir assurer et de devoir être une bonne Miss France qui porte des messages importants, pertinents, qui s'exprime bien, qui présente bien. Voilà. Donc un peu ce rôle de représentation qui m'a mis un peu la pression. Que vous êtes mise... que je me suis mise toute seule. Ouais. Et après, là, aujourd'hui, beaucoup moins. Beaucoup moins. Est-ce que vous auriez pu tout à fait abandonner vos études pour vraiment se lancer à plein temps dans le mannequinat, dans la télévision? On sait que les Miss France sont extrêmement sollicitées après leur règne. J'ai par les hésité médias. pendant 2-3 ans, quand j'ai repris la fac, donc du coup en 2e année de médecine, juste après Miss France. J'avais annoncé en fait dès le début dans les médias que je reprendrais médecine. Et d'ailleurs, c'est une bonne technique pour faire ce qu'on dit, c'est de l'annoncer publiquement. Attention à ce que vous allez dire dans ça ce marche, podcast. voilà. Non, mais franchement, j'ai pris conscience de ça, où je me suis dit, mais en fait, ça a eu un vrai poids, en fait, de le dire. Parce de que s'engager. moi, je suis quelqu'un de parole et j'aime faire ce que je dis. Et quand je m'engage, je le fais corps et âme. Et donc, d'avoir annoncé publiquement que j'allais reprendre, déjà, c'était un moyen de vraiment reprendre. Mais ça m'a pas empêché, effectivement, quand même, de m'interroger et surtout de m'interroger sur ce dont j'avais vraiment envie, en fait, et ce qui allait me correspondre et m'épanouir dans ma vie. Et c'était difficile, du coup, de répondre à cette question après une année aussi riche que Miss France, parce que j'ai découvert un autre monde, d'autres métiers, rencontré tellement de personnes intéressantes qui m'ont fait des propositions aussi Oui, ça peut donner un peu le tournis, voilà, tout ça. de carrière. Ça fait rêver. Voilà, ça peut effectivement, ça peut faire rêver, ou ça peut déstabiliser aussi, parce que c'est soudain et puissant, en fait. En tout cas, ça m'a vraiment interrogée sur ce qui, moi, pouvait me correspondre et continuer à me faire vibrer. Sauf que toutes les propositions qu'on m'a faites, que ce soit dans le mannequinat, à la télé, dans l'événementiel, voilà, ne me faisait pas franchement vibrer. En fait, j'aimais bien, ça m'intéressait. J'étais curieuse d'apprendre ces métiers, de développer d'autres compétences. Mais je me disais, je me vois pas faire ça toute ma vie non plus, quoi. Et surtout, j'avais peur de regretter de pas être allée au bout de mes études, alors que c'était la personne que j'étais avant. Qu'est-ce que vous aviez foncièrement envie de faire? Voilà, ça venait de moi, pour le coup. C'était vraiment un choix profond, du coup, une envie profonde. Et donc, je me suis dit, voilà, accroche-toi, passe les premières années de fac qui sont pas les plus rigolotes. Dormir, quand même. J'ai pas beaucoup dormi. Oui, c'était un peu épuisant de tenir ce rythme. Mais je me suis dit, va au bout de tes études. Tu pourras toujours faire autre chose au pire après. Mais peut-être que c'est quand même le métier qui te correspond et qui te va, quoi. Alors, ça fait 10 ans bientôt que vous avez été élue Miss France. S'il devait y avoir un mot pour résumer ces 10 années, lequel vous choisiriez? Un mot? Ouais, juste un mot. Un tourbillon. C'est le tourbillon de la vie, quoi. C'est un accélérateur. Ça peut faire peur aussi quand on a donc 20 ans. Oui. Ça nous tombe dessus assez soudainement. Exactement. Quand Alain Delon a annoncé que Miss France était Miss Bourgogne, oui, j'ai eu très très peur, effectivement. Peur de l'inconnu. C'est le saut dans l'inconnu, en fait. Déménager, qui du coup s'éloigner de ses proches, c'est dans les proches, les amis aussi. Du coup, rencontrer de nouvelles personnes, mais même si la société Miss France me paraissait être une société bienveillante, menée par Sylvie Tellier, safe, voilà. On sait quand même pas avec qui on va bosser. Et une nouvelle vie. Donc là, c'est vraiment le saut dans l'inconnu de qu'est-ce qui va m'arriver, où est-ce que je vais finir dans quelques années. Et ça fait très peur à ma mère, d'ailleurs,
qui pensaient que justement ça allait de devenir Miss France et de changer de vie allait complètement m'éloigner du droit chemin. Alors, vous aviez déjà parlé lors d'une précédente interview du côté un peu plus, du côté un peu plus négatif que peut avoir le rôle de Miss France. Et vous disiez que parfois, ce rôle, c'était appartenir aux Français. Vous aviez parlé aussi des comportements parfois déplacés de certains maires en région, etc. Pourquoi vous avez eu envie d'en parler ? En fait, je voulais simplement, je pense, rappeler aux gens et au grand public que qu'on est... c'est pas parce qu'on est Miss France et que effectivement on a une proximité naturelle avec les gens parce qu'ils apprécient énormément Miss France. C'est un concours très populaire, que les gens ont voté pour nous, donc ils ont vraiment un sentiment de nous connaître et d'avoir participé, d'avoir participé à ce qu'on ait cette écharpe. J'avais envie quand même de leur rappeler que qu'on peut être sensible, touché, voire blessé par certains comportements. Et en fait, j'ai voulu en parler parce que les réseaux sociaux, en fait, ont créé du coup aussi une sensation de connaître la vie des personnalités que les gens suivent. Et parfois de l'agacement quand on répond pas, quand on n'est pas disponible pour les gens. Mais voilà, je voulais juste leur rappeler que on peut pas se permettre d'embrasser une jeune femme sur la joue sans son consentement. Qu'on peut pas se permettre de glisser une main dans le bas du dos, un peu trop bas dans le dos, parce qu'on est un homme politique. Et qu'on peut pas se permettre d'envoyer des messages agressifs sur les réseaux sociaux parce qu'on pense que la personne vous doit tout, en fait. Donc c'était un moyen juste de remettre un peu les choses au clair. Et sur le moment, c'est après que vous êtes rendu compte de tout ça. C'est après. C'est après. Et aussi de dire effectivement aux jeunes femmes, si vous subissez ces comportements-là, ne vous laissez pas faire, c'est pas normal, et vous avez le droit d'exprimer votre désaccord, voire plus, quoi, de porter plainte s'il faut. Enfin voilà, en tout cas d'agir pour votre intégrité et votre amour-propre et les femmes en général. Moi, ça va, hein, franchement, j'ai parlé de quelques moments parce que je m'en suis rappelée après. Et sur le moment, je m'en suis un peu voulu aussi, de pas être assez forte. Et donc, c'est aussi un message pour les jeunes, de dire, c'est pas parce que vous avez 15 ans, 18 ans, 20 ans, que vous n'avez pas les armes et que vous n'êtes pas capable de dire non et de vous positionner, en fait. Genre, positionnez-vous. Cette prise de parole-là, je pense qu'elle a été aussi libératrice pour beaucoup d'autres Miss qui ont pu y être confrontées et pour les générations qui ont suivi, qui n'ont pu laisser passer ce genre de comportement. Oui, je pense à Veille Malama qui, de temps en temps, exprimait en fait ces situations. Qu'il ne faut pas franchir. Exactement, les limites qu'il les rappelait. Et au début, je me disais, quand même, elle est un peu brute, elle y va fort. Et en fait, non, en fait, elle a raison, quoi. Pourquoi on accepterait que quelqu'un s'approche de nous, rentre dans notre cercle, enfin, dans notre intimité, et des gestes déplacés parce qu'on est Miss France? Non. Alors, le concours Miss France a beaucoup, beaucoup évolué. Il y a eu un nouveau règlement. L'ouverture du concours, notamment aux personnes transgenres, aux mamans. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces changements? Est-ce que c'était des changements nécessaires pour vous et primordiaux? Je pense qu'il faut vivre avec son temps et que la société évolue. Pour être Miss France, il faut être une femme sur sa carte d'identité, enfin dans son état civil. Et donc, si on se sent femme,
qu'on en vient à se faire opérer pour être une femme, c'est qu'on est une femme. Donc oui, heureusement que le concours évolue et s'adapte à la société. Et si on a envie, en tout cas, que le concours perdure et qu'il corresponde aux enjeux sociétaux actuels, il faut absolument effectivement faire évoluer le règlement, changer peut-être le format du concours, enfin voilà. Mais en même temps, les Français sont aussi attachés à Miss France, à l'émission télé, aux costumes régionaux, au fait de défiler, de se présenter sur scène. Donc voilà, donc c'est compliqué. Et quand on entend tous les ans les mêmes choses, Miss France, c'est sexiste, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? En fait, je comprends qu'on puisse... Ça vous agace. Ouais, bien sûr, ça m'agace. Mais je peux comprendre qu'on critique l'aspect du défilé, maillot de bain, robe sur scène, mais ça va tellement au-delà, en fait. En fait, je pense que les personnes qui critiquent s'arrêtent vraiment au concours de beauté, à l'émission presque, en fait. Oui. Mais Miss ils France, regardent une fois dans l'année. Miss France, c'est une expérience de vie qui commence en région, avec des comités associatifs, avec des personnes qui s'engagent, qui vous permettent de rencontrer des gens de votre région, qui vous permettent de prendre la parole sur des sujets, de défendre des causes, des associations, de parler de votre parcours, donc d'inspirer les jeunes, d'autres personnes. Et quand on devient Miss France, on a cette voix, la preuve aujourd'hui, sinon je ne serais pas en train de vous parler, on a cette voix et je pense qu'on peut réellement avoir un impact positif même sur des questions de féminisme, d'évolution de la société et tout. Donc, je comprends ces arguments, mais je ne suis pas d'accord parce que je pense que c'est réduire vraiment le concours juste au concours de beauté, alors que ça va tellement au-delà. Vous parlez tout à l'heure de l'impact des réseaux sociaux sur les personnalités publiques. Est-ce que cette médiatisation, elle a été parfois lourde à porter aussi? Ça va, franchement, je l'ai pas trop mal vécu. Ce qui, pour moi, est plus difficile à porter, c'est finalement, et à contrôler, c'est l'impact que ça a sur nos proches. Notre famille, voire notre couple. Donc, et ça c'est difficile à contrôler, parce qu'autant on peut contrôler soi-même ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, notre propre image, autant que nos proches soient interviewés, soient filmés parfois, qu'on s'adresse à eux dans la rue. Ah bah tiens, t'es le frère de... Je sais que mon petit frère en a pas mal souffert à l'école, parce qu'il était jeune ado. Quand moi je suis devenue Miss France, tout le monde lui parlait que de sa sœur, quoi. Donc t'as pas envie qu'on te parle de ta sœur tout le temps. Déjà t'es ado, donc t'aimes pas ta sœur quand t'es ado. Et voilà, t'as envie d'exister par toi-même. Ça a eu un impact sur ma famille. Ça a eu, même moi, ma relation avec les membres de ma famille, avec mes oncles, tantes, cousins, cousines, ça a eu un impact sur mes petits amis, sur mon couple, notamment mon ex-compagnon Christophe. C'était difficile, et il a été agressé par un fan. Enfin voilà, donc moi personnellement, je l'ai accepté. Je trouve que du coup la médiatisation te donne une voix, donc c'est intéressant, c'est utile. Mais par contre, les proches l'ont pas demandé, quoi. Donc je pense que avec du recul, j'aurais peut-être dû les protéger un peu plus. En tout cas, peut-être plus en parler avec eux aussi sur comment ils voulaient en fait être exposés, à quel degré. Je sais que mes parents ont pris la décision, quoi. Ils ont participé, mais mes frères et sœurs, moi, je les ai pas trop consultés, quoi. Et aujourd'hui, du coup, là, à 30 ans, je vois les choses d'une manière plus mesurée. Et là, je sais qu'aujourd'hui, j'espère que j'aurai une famille, tout ça, et j'aurai envie d'absolument les protéger.
Alors, il y a ce nouveau rôle, une rentrée quand même très remplie de votre côté. Et vous avez rejoint l'équipe du magazine de la santé qui est diffusée sur France 5 et vous êtes chroniqueuse. C'était une évidence pour vous de dire allez, j'y vais? Oui, une évidence sur cette émission-là que j'apprécie, que je trouve pertinente, intelligente, utile aux autres. Donc, une émission que j'ai pas mal regardée en plus. Avec un ton avant. en plus qui est Oui, assez parfois, voilà, ça dépend des sujets, mais aussi qui peut être léger. Exactement, qui peut être léger. Et donc, oui, c'était une évidence et c'était franchement une fierté de pouvoir commencer déjà l'année dernière à avoir quelques chroniques. Alors, c'était de manière plus ponctuelle l'année dernière. Et cette année, d'avoir un rôle récurrent au magazine de la santé. Donc, c'est 2 fois par mois, les mercredis après-midi, où on parle où je parle de sport, dans cette année olympique. Sujet qu'on voit partout, mais très intéressant, de sport et de santé. Bien sûr, on fait toujours le lien avec la santé. Ok. Est-ce qu'avant toute cette expérience, votre crédibilité en tant que médecin a pu parfois être remise en question par des confrères médecins, des patients aussi? Est-ce que c'est des situations que vous avez vécues? Déjà quand on est une femme. Parce que Miss, déjà quand on est une femme. Déjà, oui. Je pense que c'est en train de changer, mais je l'ai encore pas mal ressenti quand j'étais étudiante. Déjà quand on est médecin, quand on est femme, on n'est pas le médecin. On est souvent l'infirmière, l'aide-soignante. Je critique pas du tout ces métiers-là qui sont formidables. Et on a trop besoin de tous les soignants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà on a un regard, déjà on a moins confiance. Et on pense pas que c'est cette jeune femme qui est le médecin. Donc en plus, quand on est Miss, forcément, on peut avoir des préjugés supplémentaires. Et heureusement, ça n'a pas été le cas dans tous mes stages à l'hôpital, mais effectivement, dans certains stages, j'ai pu sentir un jugement particulier de mes confrères, consoeurs, même d'autres femmes parfois, sur le fait que, oui, j'ai pu être Miss France, donc forcément, je dois avoir un esprit, on va dire, plus léger, je dois être moins pertinente, peut-être moins impliquée dans mes études. Voilà, des raccourcis en fait entre ce parcours de Miss France, le fait d'être femme, jolie et d'être aussi étudiante en médecine. On avait tendance à me décrédibiliser un petit peu. Donc oui, j'ai eu la sensation de devoir faire un peu plus mes preuves, d'être parfois un peu plus attendue au tournant et d'avoir un peu moins le droit à l'erreur. Alors que quand on est étudiant, le principe c'est de faire des erreurs et qu'on doit apprendre, de faire des erreurs exactement, de s'améliorer. Donc oui, parfois c'était un petit peu pesant de sentir que je devais un peu plus faire mes preuves que les autres. Une petite forme d'injustice, quoi. C'était surtout pendant vos études et maintenant, c'est quelque chose que vous ressentez encore quand vous accueillez des patients, par exemple? Non, aujourd'hui, c'est... Ça y est. Non, aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je ressens. Déjà parce que moi, je pense que j'arrive à me positionner en tant que médecin, je me sens légitime. Donc peut-être dans ma posture, dans ma manière de me présenter, d'agir, peut-être que du coup, je dégage un peu plus d'assurance. D'assurance, exactement. Mais aussi parce que si les gens viennent me consulter, c'est parce qu'ils ont besoin d'une consultation médicale. Donc c'est moi le médecin, quoi. donc c'est moi qui vais répondre à vos... Il peut y avoir un petit moment d'étonnement. Ça arrive quand même régulièrement que les patients soient interpellés en me voyant, en disant « Ah tiens, je la reconnais, c'est elle. Ah tiens, c'est l'ancienne Miss. » Mais ils sont venus consulter le médecin et donc c'est moi le médecin et donc on parle tout de suite, je rentre tout de suite dans la conversation, dans la consultation avec une posture de médecin et pour parler de leurs problèmes. Vous parliez que d'autres femmes aussi ont pu ressentir ça, d'autres consoeurs, d'autres amies étudiantes, ou en tout cas
d'autres collègues étudiants. Ça reste encore présent dans ce milieu, j'ai l'impression, de ce qu'on peut entendre de certaines femmes médecins ou qui en tout cas évoluent dans le milieu médical, de ce sexisme en fait de la part des hommes, le fait que les professions hiérarchiquement plus importantes soient encore principalement occupées par des hommes. Ça reste encore très très marqué, j'ai l'impression. Oui, encore malheureusement, mais c'est en train de changer. Hein. Bon, déjà, à mon époque, il y avait 60% d'étudiantes, VS 40% d'étudiants. Donc, quand même, on sait que par statistiquement, quel petit calcul rapide, il y aura de plus en plus de femmes dans des postes de médecins et à l'hôpital. Effectivement, là où le bât blesse, c'est qu'on n'a pas encore assez de postes de chefs d'établissement occupés par des femmes. Mais là, j'espère aussi que ça va évoluer. Là où on a encore... là où on doit encore s'améliorer, on doit encore se battre, je pense que c'est par exemple la question de la maternité. Parce que, bon, moi, j'ai pas été concernée, mais j'ai entendu pas mal de témoignages de consoeurs qui se sont vues refuser des postes à l'hôpital parce que soit elles étaient jeunes médecins, enfin, au début de leur carrière, n'ayant pas d'enfants, donc dans la projection peut-être d'en avoir bientôt, pas embauchées face à un homme, ou des femmes qui se sont vues subir des pressions pour revenir de congé maternité à l'hôpital pour assurer leurs consultations, pour assurer les blocs opératoires, sous la justification qu'elles n'étaient pas rentables. Ouais, ok. Donc voilà, on est encore dans un système, et même à l'hôpital où on parle de soins, on doit s'occuper des autres. Normalement, quand même, on est entre soignants, on est empathique, quoi. Eh ben non. On parle de rentabilité. On parle de rentabilité. Et on dit à une femme qu'elle doit revenir au bout d'1 mois de congé mat parce que elle doit opérer. Alors que les femmes chirurgiens, bien sûr qu'elles ont envie d'opérer. Enfin, souvent, c'est leur passion, quoi. Donc, bien sûr qu'elles ont hâte de revenir à l'hôpital. C'est pas par manque d'engagement professionnel. Mais c'est tellement important aussi de pouvoir vivre sa maternité sereinement et tout ça. Donc, voilà. Le sujet du sexisme, effectivement, à l'hôpital, de la maternité, des inégalités salariales. Bon, c'est tous les sujets. Ça concerne tous les secteurs professionnels, hein. Cette rentrée, elle est aussi marquée par la sortie de votre livre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? J'ai un petit peu feuilleté et lu. J'ai lu certaines parties. Il peut être bien utile pour chacun de nous, en fait. J'espère qu'il le sera. C'est le but. Le livre s'appelle En pleine forme, aux éditions Marabout. C'est un guide pratique. Donc, c'est vraiment un livre qu'on feuillette, qu'on garde sur sa table de chevet. En fonction des situations. Exactement. Dans lequel je parle de santé physique et de santé mentale et que je partage en fait autant des explications que des conseils pratiques pour prendre soin de soi au quotidien, pour aller mieux, tout simplement. Donc, c'est vraiment un livre axé sur la prévention, donc sur toutes les bonnes habitudes que vous pouvez mettre en place pour être bien dans votre corps et dans votre tête. Vous mettez sur le même plan, effectivement, la santé physique et la santé mentale, ce qui a, j'ai l'impression, pas souvent été mis à la même échelle, en fait, sur la même échelle. Ouais, tout à fait, parce que les deux vont de pair. On peut pas demander à quelqu'un d'aller bien physiquement s'il va pas bien psychologiquement et inversement. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas capable psychologiquement d'agir, d'avoir la force, d'avoir l'énergie, on peut pas mettre en place des actions après derrière. On peut pas décider de se mettre au sport. On peut pas décider de mieux manger. Donc, il faut absolument prendre en compte aussi bien sa santé physique que sa santé mentale. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte à travers ma pratique médicale au cabinet, où en fait les gens viennent très souvent avec des symptômes physiques qui en fait sont liés à leur état psychologique, à des situations de stress, à des burn-out, à plein de choses.
Donc oui, j'ai On voulu n'en a pas assez absolument- parlé de ça, effectivement, ces derniers temps. On parle de la santé mentale Mm. de plus en plus. Et C'est récent. Et c'est très Ouais. bien. Mais c'est récent, effectivement, mais c'est très, très bien. On en parle sous différentes formes, des différents troubles, des témoignages de gens qui parlent sur les réseaux sociaux, dans la presse, les personnalités qui commencent à prendre la parole sur ces sujets-là. Et je trouve ça absolument indispensable pour que les gens puissent s'identifier. Mais effectivement, de parler vraiment de la santé comme un ensemble, vraiment un état de bien-être global, un état de capacité globale. C'est ça aussi le message que je voulais faire passer. Donc vous, votre spécialité, c'est donc médecin généraliste et une spécialité quand même gynécologie, ou je me trompe? Non, j'ai fait un DU de nutrition, j'ai fait un DU de maladies infectieuses. Et là, je voudrais... Alors, j'ai toujours été sensible à la santé des femmes et Voilà. je vais continuer. Oui, c'est là que je veux en venir. Ouais, j'ai toujours été sensible en effet à la question de la santé des femmes et je pense que du coup j'ai un rapport particulier avec mes patientes où je vais vraiment essayer de creuser ces sujets-là et de les accompagner au mieux. On va dire que je suis sensible vraiment à cette question, mais aujourd'hui je pratique la médecine générale de manière assez variée et je fais pas que de la gynécologie, j'en fais, mais je fais pas que de la gynécologie et j'aimerais bien en plus me spécialiser en médecine du sport. Mais du coup je ferai peut-être la médecine du sport pour les femmes. On verra. Et donc là, si on pourrait, enfin peut-être que vous me répondez pas si c'est trop, mais on pourrait vous croiser où Pour l'instant, à part dans la rue, à terme, à la vous salle savez de pas sport, ou en train de courir pour m'entraîner au marathon. Non, pour l'instant, j'ai pas repris d'activité en cabinet parce que je me pose. Vous aviez un cabinet. Je travaillais en tant que remplaçante en Ah, Nouvelle-Calédonie dans un cabinet de manière régulière, donc c'était agréable. J'avais mes patients qui revenaient, on pouvait faire un véritable suivi médical. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Mais là, je prends le temps de me réinstaller et de savoir aussi ce que je veux. Vraiment. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un début d'année difficile pour vous avec votre séparation, ce retour en métropole. Comment vous vivez ça, si on peut oser vous poser la question? Parce que j'imagine que c'est beaucoup de chamboulements. Oui, ça va. En fait, pour moi, ce qui est le plus difficile, moi qui suis très, qui aime bien savoir où je vais, qui suis un peu, j'anticipe. Ça va avec l'anxiété, mais j'anticipe, je contrôle, j'aime bien organiser tout. Là, j'avais fait mon plan de vie. Et puis, il n'a pas marché. Donc là, d'un coup, ça a été dur, effectivement. C'est comme si je m'étais pris d'un coup un train, quoi, en fait. Tu penses que tout va bien, tu marches sur ton petit chemin, tout tracé, en Nouvelle-Calédonie, ça va bien avec mon fiancé, etc. Et puis, en fait, petit à petit, ça va moins bien. Et puis, on se rend compte qu'en fait, faut peut-être prendre une décision importante et difficile. Et c'était un choix commun des deux côtés. Mais quand même, ça a changé un tous gros mes plans. changement de vie pour vous. Exactement, ça a changé tous mes plans, gros changement de vie, tout recommencer à 30 ans. C'est super aussi, non? Non, mais j'ai jamais eu peur, par contre, de vivre, en fait. Je fais vraiment confiance au destin. C'est un truc qui m'anime depuis toujours. Je vois des signes partout. J'essaie d'écouter un peu mon instinct, mes ressentis. Et voilà. Et je me dis que du coup, c'était mon destin de partir, mais aussi du coup de revenir. Et c'est pour de belles choses qui arrivent. On a parlé de la carrière professionnelle. Je m'épanouis effectivement avec tous ces projets. C'est très chouette. De belles expériences enrichissantes. Et puis, j'espère aussi dans ma vie perso qu'il va m'arriver de belles choses. On vous le souhaite sincèrement. Merci. C'est gentil. Donc là, vous vivez, j'ai l'impression, une vie quand même à 1000 à l'heure depuis votre retour à Paris. Je crois que vous préparez un trail. Je prépare un marathon. Un marathon, pardon. Mais vous avez fait un trail il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai fait Je dois dire que je suis admirative quand même. Moi qui ne suis pas capable d'enchaîner 5 kilomètres.
Mais non, mais encore une fois, ça dépend de chacun. Moi, c'est ma passion aussi, le sport. Donc, pour moi, c'est pas compliqué de faire du sport parce que c'est véritablement ma passion, quoi. Je peux donner tout mon temps pour pratiquer des activités sportives. C'est ce qui me fait du bien. Donc oui, je prépare un marathon. Donc oui, c'est pas évident de conjuguer l'entraînement avec le planning. Là, je vais courir juste après. Alors que je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller courir. Mais et oui, après la vie parisienne aussi peut être un peu épuisante. C'est l'effervescence toujours à Paris. Il se passe toujours plein de choses. Pas trop dur, le retour donc, à Paris quand même. Bah, c'est un peu dur. Sincèrement, j'aimais bien ma vie bord de mer, contact de la nature. Donc j'ai un peu hâte de retrouver aussi un peu d'équilibre. Mais là, c'est normal, c'est la rentrée, c'est toujours une période bien chargée. Donc voilà, j'attends. Je me laisse un petit peu de temps, c'est pour ça je me laisse un peu le temps de réfléchir, de me poser, de retrouver mon équilibre, de reconstruire. Moi, quand je vous regarde, j'ai l'impression que vous êtes très épanoui, que vous savez où vous allez. En tout cas, c'est ce que vous dégagez, je trouve. Ah. Et que vous menez votre vie à la perfection. En fait, j'ai cette impression-là, mais a priori, c'est pas ce que vous ressentez. Ouais, c'est marrant. Non, mais parce c'est que, vrai, on a l'impression vous voyez, je peux pas du tout vous dire. C'est marrant parce que moi, je peux pas du tout vous dire où je serai dans un an. Alors oui, que mais vous en avez tout cas, je sens l'impression une forme de sérénité, effectivement, ce que vous disiez, de se laisser un peu porter par son instinct, en fait. Oui. Et les petits signes qu'il peut y avoir dans la vie. Par contre, c'est vrai que j'ai assez confiance en la vie, d'une manière générale. Donc, je me dis que voilà, tout est bien fait, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est plein de phrases qui me parlent. Et pourtant, je peux être bousculée et faire des crises d'angoisse parce que justement, je sais pas. Parfois, je suis surmenée, je sais pas où je vais et je me pose 1000 questions. Comment vous gérez toute cette anxiété que vous pouvez parfois ressentir? C'est quoi les petites choses qui vous font du bien, qui vous apaisent? Le sport notamment? Le sport principalement. Le sport principalement. Des moments de déconnexion surtout avec la nature. En fait, sortir un peu de la ville. Moi, j'ai remarqué, par exemple, je suis épuisée en ville parce qu'il y a trop de bruit. Ouais, je comprends. En fait, le bruit, on s'en rend pas compte, mais pour notre cerveau, c'est épuisant. Et quand on vit dans une grande ville, en fait, le bruit environnant, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, par exemple, moi, c'est m'extraire un peu de la ville pour retourner un peu au contact de la nature, souvent en faisant du sport. Et s'accorder, quand j'ai pas le choix, parce que quand même, parfois, je peux pas toujours partir au week-end. C'est de s'accorder des petites bulles de bien-être. Donc, moi, par exemple, ça va être aller au spa. J'ai la chance de pouvoir y aller. Donc, je m'accorde un petit moment au spa. Ou des petits moments de cocooning à la maison. Donc, j'arrive de temps en temps à rien faire pendant une journurnée. C'est vrai? Franchement, c'est super vrai, rare. Ça mais arrive. J'essaie de le faire de plus en plus. Ou je fais mon petit rituel beauté. Je me mets dans le canapé, je regarde un film et chill. Je vais revenir sur un point. Je vous ai beaucoup suivi sur les réseaux sociaux et je me souviens que vous étiez montré sans maquillage, que c'était quelque chose que peu de Miss avaient fait au préalable. Pour justement dire voilà, moi aussi je peux être touchée par des problèmes de peau, d'acné. Ça, c'était aussi un message que vous vouliez faire passer. Oui. C'est initialement ma motivation initiale était un peu égoïste. Finalement, c'était pour moi travailler sur ce complexe et pour m'aider moi à m'accepter. Mais vraiment, c'était purement ça. C'était allez Marine, t'es capable de te montrer sans maquillage. Vas-y, tu peux le faire. T'inquiète, ça va bien se passer. Voilà, c'était une thérapie perso. Et puis, et finalement, je me suis rendu compte que, alors c'est fou, mais ces photos et ces messages ont été relayés, mais des dizaines, voire des centaines, des milliers de fois, vraiment. Et là, je me suis rendu compte de l'impact, encore une fois, que un petit geste comme ça pouvait avoir sur les autres. Et du coup, j'ai continué, puisque je me suis dit, en fait,
toi, ça t'a fait du bien. Tu as passé une première étape déjà dans l'acceptation de soi, de toi et de ton acné. Et surtout, ça fait du bien aux autres. Ça a aidé. Il y a plein de jeunes femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit merci. Ça fait trop du bien de voir que toi aussi t'es touchée. Ça va m'aider. Vous avez eu un traitement en plus, après, le Roaccutane, je crois. Oui, j'ai fait le traitement anciennement Roaccutane, isotrétinoïne. Et on partageait du coup beaucoup de conseils pour prendre soin de sa peau, petits rituels et tout. Donc en fait, j'ai trouvé que ça nous concerne tous, quasiment tous en fait. Beaucoup de gens sont concernés, pas que les ados. En fait, de plus en plus d'adultes sont touchés par l'acné. Et c'était un bon moyen, voilà, de partager sur ce sujet, de s'entraider et d'avoir aussi décomplexé. Alors, j'avais envie de vous demander vos projets, mais on en a parlé et pour le moment, c'est un peu flou. C'est le flou artistique, comme on dit. Bon, il y a des beaux projets cette année. J'ai pas mal d'événements sportifs aussi. Donc, marathon de New York, Half Marathon des Sables, c'est un trail dans le désert en Égypte. Laponie avec des fidèles. Super assaut pour lever des fonds contre le cancer du sein. Et Marathon pour tous lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça va être une année quand même sportive. Et après, voilà, sur effectivement la reprise d'une activité médicale, il me tarde et puis on verra quand, comment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans ce quotidien très rempli d'échanger avec moi. Et puis, je vais vous laisser aller courir alors. Merci pour ce bel échange. Et oui, il faut y aller. Voilà, pour tous ceux qui ont la flemme, venez avec moi. Il y en a qui vont prendre un verre en terrasse, il y en a d'autres qui vont courir, c'est ça? Oui, bon, après, quand on est en prépa marathon, sincèrement, si on a envie de terminer un marathon, vaut mieux s'entraîner quand même. C'est sûr, c'est sûr. Et bon marathon alors. Merci. Merci beaucoup, Marine, à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!